Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler littérature étrangère avec cette fois uniquement des œuvres écrites par des femmes. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse sur le sujet. Sur cette chaîne, je tiens vraiment à mettre en avant des œuvres de femmes, déjà parce que j'estime que c'est important de mettre en avant le travail des femmes qui parfois souvent est complètement oublié, et aussi parce qu'il y a des œuvres absolument magnifiques qui mériteraient beaucoup plus de visibilité, et que toutes ces œuvres, ça fait aussi partie d'un patrimoine qu'il est important de conserver. Et puis tout simplement aussi parce que j'en lis énormément, donc c'est plutôt logique. Alors j'ai remarqué que parfois le mot patrimoine pouvait en décoiffer certains, donc je vais préciser. Le matrimoine, au même titre que le patrimoine, c'est en fait un héritage et c'est aussi des biens culturels, mais qui proviennent des femmes. Parce qu'on parle toujours de patrimoine, mais certains mots ne sont pas neutres. Pourquoi c'est important de parler de matrimoine ? Déjà, c'est pas un néologisme, c'est un mot qui existait déjà au Moyen-Âge pour décrire les biens hérités de la mère, mais qui a été effacé. Un peu comme le mot autrice d'ailleurs, qui a été effacé vers le XVIIe par l'Académie française notamment. Le mot matrimoine, c'est un mot qui a une histoire politique et qui permet justement aux femmes de se réapproprier leur héritage culturel, qui est souvent invisibilisé. Pour vous donner un exemple concret, et après j'en viens au livre que je vais vous présenter aujourd'hui, je suis retombée il y a peu sur une liste de livres qu'on nous avait donné à lire pour l'entrée en seconde. Et j'ai regardé ensuite par pure curiosité la liste des œuvres que j'ai étudiées pendant tout mon lycée en filière littéraire. Et ben en fait en 3 ans, on nous a fait étudier au total, tenez-vous bien, 3 textes de femmes. Un livre de Marguerite Yourcenar, donc c'était L'œuvre noire, une nouvelle de Marguerite de Navarre, une autre Marguerite, et un extrait de texte de Nathalie Sarraute. Et sur la liste de livres à lire qui comptait plus d'une 60aine d'œuvres, seulement 6 étaient écrites par des femmes. Et bien sûr là-dedans, aucune poésie, pas de théâtre, voilà. Bon, ça fait pas lourd quand même, moi je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que c'était d'une tristesse sans nom, et surtout scandaleux cette histoire, parce que le problème, c'est que si on s'arrête là, si on ne questionne pas ce constat, ou si on ne le fait même pas d'ailleurs, parce que moi je dois vous dire qu'au lycée, je l'ai même pas fait, j'ai même pas constaté ça. On pourrait se dire qu'en fait, il y avait pas de femmes de lettres, pas d'érudites, ou alors que leur travail n'est pas vraiment digne d'intérêt, et que c'est donc pour ça qu'on nous en parle pas. Sauf que bien sûr, c'est totalement faux. Et ça, je me rends compte maintenant avec le recul, parce que depuis, je lis énormément d'autrices, heureusement. Et en lisant, je me rends bien compte que déjà, ça fait vraiment du bien d'avoir un autre regard sur la société, et qu'en plus, il y a tout un tas de femmes qui ont une plume incroyable. Des femmes qui ont écrit du théâtre ou de la poésie, il y en a aussi. Elles sont là, mais on nous les fait pas lire. Sans parler de celles dont les livres ne sont même plus publiés, et ça, c'est un autre problème, et c'est aussi quelque chose qui mériterait d'être... voilà, dont il faudrait vraiment parler plus longuement. Et là évidemment je parle de l'écriture, mais ça vaut pour bien d'autres domaines aussi bien sûr. Alors on pourrait sans doute m'objecter que maintenant c'est plus comme ça, que les choses ont bougé. Malheureusement c'est pas tout à fait le cas. Et sur ce sujet je tenais à vous mettre en description une vidéo d'Antastasia qui je trouve a parfaitement analysé la question. J'admire beaucoup son travail, donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, et sa chaîne aussi d'ailleurs. Je partage totalement son point de vue là-dessus. C'est un sujet en fait qui mériterait une vidéo à part entière, c'est vaste, tout comme elle l'a très bien fait, voilà, je vous la partage directement. Voilà, c'était un long aparté, j'en conviens, mais je pense que c'était nécessaire. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer 3 livres issus de la littérature étrangère, et on va commencer par aller en Corée du Sud avec Kim Ji-woong, né en 1982, écrit par Cho Nam-joo, qui est donc une autrice sud-coréenne. Alors celui-là, je l'ai aux éditions 10-18 au format poche. Je pense que certains d'entre vous auront forcément déjà entendu parler de ce livre parce qu'il a fait grand bruit en Corée du Sud à sa sortie en 2016, pour la simple et bonne raison qu'énormément de femmes coréennes se sont identifiées à Kim Ji-woong et à sa vie. Alors il s'est beaucoup vendu, c'est un best-seller, il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, il a été traduit en 18 langues. J'ai lu que ce livre a même été offert au président de la Corée du Sud, mais bon, comme tout écrit féministe, parce que c'est un roman profondément féministe, il a aussi fait beaucoup de bruit parce qu'il a été très critiqué, surtout par les milieux masculinistes, qui dénonçaient le fait que les propos du livre étaient trop subjectifs et que c'était donc pas le reflet de la société sud-coréenne. L'actrice principale du film, parce que le livre a fait l'objet d'une adaptation, a même fait l'objet d'une campagne de harcèlement quand elle a annoncé qu'elle incarnerait Kim Ji-woong. Il fallait y penser. D'ailleurs, j'ai pas encore vu l'adaptation, donc s'il y en a parmi vous qui l'ont vu, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Comme quoi, en tout cas, un tout petit livre peut provoquer beaucoup de choses. Alors pourquoi ? Eh ben, pour son histoire et pour ce qu'elle dénonce. Ce livre, ça parle de quoi ?
On va suivre en fait l'histoire de Kim Ji-woong, qui est donc une femme sud-coréenne, mariée, qui a une petite fille, et qui jusque-là n'a pas l'air d'avoir en fait spécialement de problèmes particuliers dans sa vie, mais qui va commencer subitement à avoir des sortes d'absences et se mettre à parler avec la voix d'autres femmes, ce qui va forcément commencer à inquiéter son entourage. Les différents chapitres du roman correspondent aux différentes parties de la vie de Kim Ji-woong. On la suit de sa naissance jusqu'à ses 35 ans à peu près, et chaque chapitre correspond à un moment clé de sa vie, que ce soit son enfance, sa scolarité, son entrée dans la vie professionnelle ou le moment où elle va avoir un enfant. Et ça permet comme ça, de manière extrêmement efficace, de mettre en lumière toute la subtilité et la façon vicieuse dont la société culpabilise les femmes et les empêche d'exister librement. C'est un roman qui est court et qui décrit d'une façon très juste la société patriarcale sud-coréenne à travers le portrait de cette jeune femme. Et ce qui est choquant en fait, c'est que l'histoire de Kim Ji-woong, et c'est pour ça que tant de femmes en Corée se sont reconnues, c'est qu'elle est affreusement banale. C'est marquant aussi parce que c'est très contemporain, très proche de nous. On parle d'une jeune femme qui est née en 1982. Et le livre montre très bien les mécaniques qui sont à l'œuvre. On voit le favoritisme envers les petits garçons dans l'éducation, les petites humiliations quotidiennes, les discriminations à l'embauche, le harcèlement au travail. Le monde du travail d'ailleurs est très bien décrit, notamment le fait en fait qu'il n'y a pas... On sent qu'il n'y a pas vraiment d'issue pour les femmes parce que on estime que de toute façon, quoi qu'il arrive, elles vont démissionner parce que tôt ou tard elles vont avoir un enfant, et donc en fait on leur propose pas vraiment d'évolution de carrière. Et en fait surtout, on voit que quel que soit le choix qu'elles vont faire, il n'y a pas d'issue. Parce que Kim Ji-woong au départ elle n'a pas envie de démissionner, mais elle finit par le faire pour élever son enfant, et on sent que là le regard change et on commence à la percevoir comme une sorte d'épouse parasite. Et c'est terrible parce que tout au long de la lecture, on sent peser le poids de cette société patriarcale et traditionnelle, on sent l'enfermement, et voilà, on sent la cage qui commence à prendre forme autour du personnage. On voit très bien comment ce système de domination, qui permet les injustices et la discrimination des femmes, vient totalement briser le personnage, et comment Kim Ji-woong va finir par renoncer à ses rêves et à ce qu'elle est en fait. Et alors je ne vous dis pas la fin évidemment, mais je trouve que ça montre très bien pourquoi ça ne change pas, et je trouve que c'est fait de façon très intelligente. En revanche, j'ai trouvé que le style est assez particulier, vaut mieux être prévenu, parce que moi il m'a un peu désarçonné au départ, je m'attendais pas forcément à ça. En fait, l'autrice, elle donne son analyse avec parfois des données chiffrées, des statistiques qui viennent appuyer ce que vit le personnage et qui viennent s'entremêler à la narration. Au début, ça m'a un peu sorti de ma lecture parce que je m'y attendais pas, même si j'ai trouvé que en fait, ça rend son propos beaucoup plus impactant. Donc il faut quand même savoir que c'est proche de la non-fiction, c'est ça qui m'a surprise. Moi j'ai pas spécialement accroché au style, mais c'est sans concession et surtout factuel. Il n'y a pas d'effet de style particulier, c'est un constat qui est presque clinique, et pour autant c'est quand même agréable et facile à lire, j'ai trouvé. Donc je vais vous lire un passage qui illustre un peu justement comment les statistiques viennent s'entremêler à la narration. Kim Ji-woong eut l'impression qu'un troisième œil s'ouvrait grand en elle. Effectivement, c'était cela. Depuis qu'elle avait entamé sa 4e et dernière année universitaire, Kim Ji-woong avait assisté à un maximum de forums avec d'anciens étudiants et à de nombreuses réunions d'information sur l'emploi. Parmi toutes ces séances, elle n'avait pas vu une seule ancienne étudiante. En 2005, l'année où Kim Ji-woong a fini ses études, un sondage portant sur 100 entreprises coréennes, effectué par un site spécialisé dans la recherche d'emploi, établissait que le taux de femmes embauchées était de 29,6%. Or, ce chiffre s'accompagnait de commentaires disant qu'un fort vent féminin soufflait sur le marché du travail. La même année, un autre sondage auprès de DRH de grandes entreprises dévoilait que 44% avaient coché « Si 2 candidats sont à peu près dans la même situation, je choisis un homme ». Et pas une réponse pour « je choisis une femme ». Donc ça, c'était un extrait pour vous montrer un petit peu comment les statistiques viennent s'entremêler à la narration. Je trouve que c'est pas trop lourd, et il n'y en a pas tout le temps non plus, hein. Mais voilà, c'était pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est fait. Ce livre, moi, il m'a beaucoup touchée et profondément remuée, parce que tout ce qu'on lit, tout ce que vit Kim Ji-woong, et par extension les femmes, est profondément injuste, et donc ça met vraiment en colère. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait qu'on pourrait se dire voilà, ça se passe en Corée du Sud, là-bas c'est comme ça. Sauf que franchement, à la lecture de ce livre, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses quand même qui entraient en résonance avec la situation des femmes en France.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement ça parle de la condition féminine de façon universelle. C'est aussi ça qui vaut le coup dans ce livre. Et en fait, ça, voilà, ça donne envie de se bouger, quoi. Quand on lit ça, c'est très révoltant. Et je me suis dit vraiment que ça pourrait être hyper pertinent à faire lire à des élèves au collège, au lycée, en tout cas à des ados, et à analyser en cours, parce que voilà, c'est facile à lire, c'est très court. En plus, il est sorti en poche. Donc ouais, moi je trouve que c'est un livre qui vaut le coup, d'autant plus si vous vous intéressez un peu à la Corée, ce qui est mon cas. Moi je suis tombée en amour pour la Corée du Sud grâce ou à cause, je ne sais pas, des dramas, voilà. Je suis tombée dans le puits sans fond des dramas, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, je vous recommande cette lecture. Ensuite, on reste en Asie, mais on se dirige cette fois vers le Japon, avec une histoire un peu plus douce, je vous rassure, écrite par Yoko Ogawa. Il s'agit du livre Les Petits Oiseaux. C'est plus doux, mais je dirais quand même que c'est doux amer. Moi, je voulais découvrir depuis longtemps le travail de Yoko Ogawa, dont j'avais beaucoup entendu parler, mais je savais absolument pas quel livre choisir, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein. Donc, comme j'aime bien les oiseaux, et que je suis tombée par hasard sur celui-là à la médiathèque, mon choix s'est porté donc sur ce livre qui est publié chez Actes Sud. C'est un livre très doux où on suit l'histoire d'un homme et de son frère qui vivent un peu à l'écart du monde dans leur maison familiale et parlent leur propre langue, qui est la langue des oiseaux. C'est une langue que le personnage principal parle pour pouvoir communiquer avec son frère qui ne sait pas du tout s'exprimer autrement et qui a développé ce langage que d'ailleurs même leurs parents ne comprennent pas. Et on va entrer comme ça dans leur quotidien, qui peut paraître morne, mais qui leur suffit. Leur vie, elle est faite de petits rituels, ils mangent à la même heure, le personnage principal passe toujours par le même chemin pour aller travailler, ils ont un rendez-vous hebdomadaire toujours au même endroit. Bref, leur vie est rythmée par ces petits rituels qui sont toujours semblables. Et j'avoue que cette lecture m'a pas mal plu. C'est la première fois en fait que je suis confrontée à des protagonistes comme ça, qui vivent à l'écart, loin des complications du monde extérieur, qui ne recherchent pas spécialement voilà, de vie sociale particulière. Le personnage qu'on suit n'est même pas nommé pendant tout le roman. Et j'avoue qu'il m'a touché ce personnage parce que on sent qu'il sait pas comment vraiment on fait avec les gens, il n'arrive pas trop à intégrer les codes sociaux. C'est un livre qui parle aussi de deuil, de solitude, mais tout ça avec une... J'avais dit plus doux, mais... il parle de tout ça avec une grande poésie et je trouve que... ouais, en fait, c'est comme un éloge de la différence. Il met vraiment... Yoko Ogawa met vraiment à l'honneur des personnages qui sont à part. Et elle a une écriture tout en délicatesse. Ça m'a donné une impression de tristesse, mais d'une belle tristesse, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure je disais doux, mais doux amer. Et surtout, ça m'a donné très très envie de lire d'autres œuvres de Yoko Ogawa, parce que je trouve qu'elle a une façon d'écrire qui est très sensible, simple, mais délicate, et elle arrive vraiment à capter, à transmettre des émotions qui sont fines, quoi. Donc, dites-moi si vous avez déjà lu du Yoko Ogawa, et surtout si vous m'en conseillez un en particulier, parce que j'aimerais beaucoup en lire d'autres. Pour terminer, je voulais vous parler d'une autrice qui, elle, n'est pas contemporaine pour le coup. Là, on part dans le Grand Nord, donc rien à voir, parce qu'elle est norvégienne et elle a reçu le prix Nobel de littérature en 1928, rien que ça. Il s'agit de Sigrid Undset. Sigrid Undset, je l'ai découverte avec Victis Lafarouche, que j'avais adoré. Je vous reparlerai très très vite de ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et je voulais donc découvrir un autre de ses textes. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de Dveni, que j'ai aux éditions Cambourakis. Alors, je vais essayer de vous en faire un résumé en disant le moins possible, ce qui n'est clairement pas évident. Donc, on y suit l'histoire de Jenny, qui est une jeune artiste peintre norvégienne qui vit à Rome et qui va faire la rencontre un peu par hasard d'un jeune homme qui s'appelle Helge Gram. Et Jenny, elle va essayer de se débattre avec son envie de se consacrer à son art, ses interrogations sur son désir qui ne va pas vraiment là où elle aimerait, et le sens qu'elle souhaite donner à sa vie. C'est assez fou. C'est assez fou, j'en conviens, mais j'ai pas non plus envie de vous en dévoiler plus. Pour recontextualiser un petit peu, ce livre il a été publié en 1911 et à sa sortie il a fait scandale et il a même fait l'objet d'un avertissement quand il a été traduit en 1929, dans lequel l'éditeur disait qu'il n'était pas fait pour des jeunes gens en crise. Et j'avoue que je comprends pourquoi au vu de la lecture et surtout au vu de l'époque. Moi j'ai trouvé
que c'était une très bonne lecture, mais assez particulière. Parce qu'au début, j'ai surtout été étonnée par le style. Parce qu'il faut savoir que Vigdis Lafarouche, qui est donc le texte par lequel j'ai découvert Sigrid Undset, est écrit à la manière des grandes sagas islandaises du Haut-Moyen-Âge. Donc ça n'avait rien à voir, et je savais absolument pas à quoi m'attendre ici. Dans Jenny, le style est assez dépouillé, plus naturaliste, je dirais. Il y a énormément de dialogues, il y en a vraiment beaucoup, ça m'a surprise, et surtout de monologues. Après, évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi des passages très beaux et très durs aussi. C'est quand même lourd, hein, je vous préviens. J'ai été aussi un peu déroutée au début parce que l'histoire commence un peu comme un récit initiatique avec le personnage de Helge et pas de Jenny. Et comme j'ai eu quand même du mal avec le personnage de Helge, on va dire ça comme ça, j'avais un peu envie de le secouer, ça m'a un peu... voilà, j'ai mis du temps en fait à être dedans, parce que le récit est divisé en 3 parties, et j'ai commencé à vraiment être happée par le roman au début de la 2e partie, quand est décrite justement la vie de Jenny, et qu'on continue l'histoire par son point de vue à elle. J'ai trouvé aussi qu'il y avait quand même des petits problèmes de rythme, avec quelques longueurs à certains moments quand même, mais j'ai été très impressionnée par le nombre de thèmes abordés. C'est extrêmement riche. Ça parle aussi bien du rapport à l'art des femmes et de leur liberté à être artistes, ce qui n'est pas, à mon avis, si courant que ça. En tout cas, moi, j'ai peu lu là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des recommandations sur ce thème, vraiment, je suis preneuse. Donc allez-y en commentaire, vraiment, ça m'intéresse. Ça parle aussi de leur émancipation, de sexualité féminine, beaucoup, du rapport aux parents, et surtout, et c'est le cœur du livre, de la question du désir, de l'amour, de comment on fait quand on ne ressent pas la même chose que ce qu'on ressent pour nous, mais surtout du désir des femmes, et ça j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Il y a d'autres thèmes abordés qui sont beaucoup plus lourds et qui sont abordés de façon magistrale, mais j'ai pas envie de vous les dévoiler non plus parce que ça en dirait trop sur l'intrigue. Je préfère vous laisser découvrir ça par vous-même si vraiment la lecture vous dit. Ce que j'ai surtout aimé, mais ce dont je n'ai pas tant que ça l'habitude dans mes lectures, c'est que ce livre demande d'avoir une lecture active, vraiment. On est impliqué dans le roman parce que c'est très dense en termes de réflexion. Ce qui m'a surtout marqué, c'est les passages de monologue, parce que je disais qu'il y en avait pas mal, et d'introspection de Jenny, qui m'ont beaucoup perturbée, je veux dire, parce que en fait, je me posais 1000 questions sur moi-même, en fait. Ça a fait écho à beaucoup de choses, et ça faisait vraiment longtemps qu'une lecture n'avait pas provoqué chez moi autant de questionnements. La psychologie des personnages est très bien développée aussi. Ils sont tous complexes. Le personnage de Jenny est passionnant, moi j'ai trouvé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la manière très simple, mais très efficace à mon avis, qu'a Sigrid Undset de montrer parfaitement comment le monde n'est pas le même selon que l'on soit une femme ou un homme, et que les actions et les choix des personnages n'ont absolument pas les mêmes conséquences selon leur sexe. Il y a vraiment des scènes vraiment toutes simples, hein, mais qui sont criantes de vérité. Par exemple, l'enfermement des femmes dans la vie maritale et dans les tâches ménagères est très bien montré. D'ailleurs, j'ai trouvé que dans la structure même du récit, c'était intéressant parce que on sent l'enfermement là aussi peser sur les femmes, parce que comme je le disais, donc c'est un récit en 3 parties, qui commence donc par le point de vue d'un homme, le fameux Helge. Ensuite, on suit Jenny, c'est quand même la grande majorité du roman. Et enfin, on termine par un autre point de vue d'un autre homme. Donc on a ce destin d'une jeune femme entre 2 points de vue d'hommes. Donc évidemment, je pense que c'est voulu par l'autrice, mais en fait, en lisant ça, je me suis dit que j'aurais adoré étudier ça au lycée, quoi. Je pense qu'il y a vraiment des passages qui mériteraient d'être analysés plus en profondeur. Enfin voilà, en fait, on en revient à ce que je disais au début de la vidéo. Je pense, pour conclure, que vous l'aurez compris, c'est pas une histoire joyeuse du tout, encore. C'est plombant, il y a des passages que j'ai trouvé vraiment déchirants. Mais pour moi, ça a été une très bonne lecture en fait, même si elle m'a beaucoup déstabilisée, parce que pendant toute la lecture, je me suis dit, mais est-ce que j'apprécie ce livre ou pas? Je n'arrivais pas à me décider, parce que j'ai jamais été trop confrontée à ce genre de lecture. C'est pas un livre où je me suis dit, waouh, le style est incroyable, vraiment c'est magnifique, voilà, non. Mais par contre, j'étais tellement happée par les questionnements, par tout ce qu'il aborde, que j'étais quand même vraiment... Oui, ça demande une lecture active, je pense que c'est une lecture qui déstabilise, mais qui est très intéressante. Ça provoque tellement de réflexions différentes, et ça aborde tellement de thèmes, c'est tellement riche que... Moi j'ai trouvé ça très intéressant, voilà. Ça déstabilise. Si vous êtes curieux, vraiment allez-y. Je vous recommande ce livre pour ça.
Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Dites-moi si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. Et si vous avez lu d'autres œuvres de ces femmes-là qui vous ont plu, ça m'intéresse aussi, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En attendant, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où cette fois on parlera de musique. Salut!